François Férouzi est né en 1922. Il a étudié à l'école moyenne de Enano, à Kindu, chez les catholiques de Saint-Esprit. En fait, c'est la première promotion de l'école moyenne, parce qu'à l'époque, il n'y avait que l'école des commis. Il ne faisait que 3 ans. Et c'est en 1940 qu'ils ont fait l'école moyenne où ils devaient... c'était 4 ans. Et les autochtones ne pouvaient pas aller au-delà de 4 ans. C'était le summum. Jusqu'en 1952, quand il y a eu une loi à partir de la métropole qui avait créé des Athénées. Et on les appelait les Athénées royaux. Et le tout premier Athénée, c'était l'Athénée royal de Kalina, ici à Kinshasa, où les autochtones pouvaient maintenant accéder, aller jusqu'en 6e année. Et de la 6e année, ils pouvaient entrer à l'université. Voilà. Donc, Férouzi François est de cette école-là, moyenne. C'était une promotion de 6 personnes. Ouais, il est sorti avec une grande distinction. Et à l'époque, la colonie avait tout ce qui avait terminé à cette époque-là. On les avait aiguillés dans l'administration coloniale, dont il y a Bernard Kingombe. Lui, il était chef de centre de la ville de Kindu. Et François Férouzi, lui, il avait été envoyé à Goma, où il était le tout premier chef de centre extractumier de Goma. Goma qui n'était pas sa région d'origine, en fait, ouais. Mais ça faisait partie ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Kivu. Il a été là. C'est pourquoi je vous dis que moi, je suis témoin des dernières heures de la colonisation. Il y a peut-être une anecdote. En 1955, quand le roi Baudouin avait fait une tournée dans tout le pays, il est passé par Goma et c'est ma grande sœur, Georgette Férouzi, la mère d'Édouard et d'Albert Mokloumani, qui l'avait fleuri avec une autre fille, une Belge, hein, une blanche. Ouais. Il a été chef de centre jusqu'avant l'indépendance. Après l'indépendance, l'administration coloniale l'avait envoyé comme directeur général de la Cobelmine, non, la mine des Grands Lacs, à Kamituga, où il avait travaillé, je crois, pendant 3 ans. Et quand il y avait eu les Provincettes, Férouzi François, il a été rappelé par le gouvernement provincial comme directeur des affaires politiques, administratives et judiciaires au gouvernement de Maniema. C'est ainsi. Et malheureusement, quand il y avait eu beaucoup de troubles à l'époque là, avec la rébellion monéliste qui avait été concoctée par, à l'époque, c'est ce qu'on nous disait quand j'étais tout petit, que c'était la Chine de Mao. Parce que Mao disait que
celui qui va diriger le Congo. À l'époque, il va diriger le monde entier. Et c'est vers le 21, excusez, le 21 juillet 21 juillet 64, qu'on avait appris que ces gens-là, les rebelles moulélistes, étaient arrivés à Kindu, venant de Uvira via Kasongo. Et le 22, contre toute attente, nous on ne savait pas ce que ça pouvait. Et papa non plus ne pouvait pas savoir qu'il y aurait des problèmes par rapport à lui. Ils sont venus très tôt matin vers 7 heures, j'étais tout petit là, pour chercher papa. Avec des machettes, des trucs. Et ils venaient de tuer Bernard Kingombe, celui qui était le chef de centre de Kindu. Il disait en Swahili, toka kumukata Kingombe qui tuait tout ça. Quand ils sont arrivés à la maison, quand papa les a vus, il a fui. Il voulait se rediriger vers la mission catholique. Mais malheureusement, il avait trébuché. Et quand il a trébuché, celui qui était témoin de cela, c'est mon grand frère Valentin, Valentin Ferrouzi. Lui, il avait vu ça. Quand il est tombé, ils lui ont donné un coup de machette au niveau de la nuque. Et il est tombé là, et il parlait, la tête disait « mes enfants, mes enfants ». Et quand mon grand frère a vu ça, il était troublé, il ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé voir la grand-mère, c'est-à-dire la mère de Ferrouzi François, du nom de Zaïna, Elisabeth. Il est allé lui dire, voilà, on vient de tuer papa. Et sa mère était dans tous les états, elle dit, mais c'est pas possible. Et ces rebelles ne voulaient pas que... Ils avaient interdit à tout le monde de pleurer. Donc, tu vois, mon grand frère était dans un état terrible, et nous qui étions restés à la maison, c'était comment pleurer. Nous avons pleuré de façon intrinsèque, dans notre âme, dans notre corps, et c'était dur. Et sa mère est allée voir, elle a vu son fils qui gissait par terre sous le sang, et elle s'est roulée sur son fils. Et il est rentré, je crois qu'elle était rentrée, aiguiser son couteau et pleurer. On disait, il faut pas pleurer ici. Elle disait, moi, comment ne pas pleurer? Et comment est-ce que je peux rester avec ces enfants, des blancs? C'est comme ça que nous appelaient les enfants des blancs. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, nous étions ce qu'on appelait les évolués. Hein. Et quand il est arrivé, il a aiguisé, il a donné à un rebelle, et ce rebelle l'avait tué aussi, l'avait zigouillé. Vous voyez que en ce jour-là du 22 juillet 64, j'en pleure même jusqu'aujourd'hui, hein, nous avons perdu 2 de la famille. Ferrouzi François et avec sa mère, ils sont tous morts le même jour. C'était terrible pour nous qui avons connu autre chose là. Alors c'était la galère. La galère, nous avons beaucoup souffert pendant toutes ces années-là. Et qu'est-ce qu'il y avait eu? En fait, ces rebelles, c'est peut-être des règlements de compte. Ils ont
tué en moins de 3-4 jours. Presque toute la crème, l'intellect de Kindu. Ils ont été tous tués. Et alors, ils allaient travailler avec qui? Je ne sais même pas pourquoi ils avaient fait cela. Quel était leur objectif? Quelle était leur motivation pour pouvoir tuer toute la crème de Kindu? Ils allaient travailler avec eux. Et c'était dans ce climat de méfiance, ce climat de terreur, de peur, que les rebelles étaient là à Kindu jusqu'à ce que ils ont été délogés parce que toutes les semaines, il y avait des... On ne pouvait pas rester en paix. Hein. Je me rappelle, je n'avais que 10 ans. Ouais, près de 10 ans. Je n'avais pas encore 10 ans, là. C'était dur. Jusqu'à ce que l'armée régulière, loyale, était venue les déloger. Mais ils avaient fait la terreur. Est-ce que il y a des gens qui étaient avec eux? Peut-être, oui. Ce sont peut-être les délinquants. Mais la crème intellectuelle n'était pas avec ces gens-là. Et le peuple n'avait pas été d'accord avec ces rebelles. Bon, les jours ont passé, hein, et aujourd'hui, nous avons grandi dans le mot me manque même pour dire que j'avais toujours des pleurs au-dedans de moi, même quand je grandissais, même quand je suis devenu médecin, j'avais toujours peur. Même quand je me suis marié, je pleurais tout le temps. Ma femme, elle sait très bien. Mais, à l'époque, quand je grandissais, je me disais, comment est-ce que ces gens-là peuvent, les parents peuvent, ils vous mettre au monde, ils vous engendrent et après, ils s'en vont. Et ils vous laissent dans des conditions un peu bizarres. Même en tant que médecin, je n'étais pas satisfait au-dedans de moi parce qu'il y a quelque chose qui me manquait. Parce que je me disais, si elle était là, ma mère, parce qu'en fait, il faut que je notais que ma mère était morte alors que j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Ça, c'était bien avant la rébellion. Hein. Elle était morte bien avant la rébellion. Elle était déjà morte. Ouais, ouais. J'avais 10 ans, tout ça. Je n'avais pas. Et c'est ainsi que mon père avait convolé en second noces. Et il avait eu, je suis dans une fratrie d'au moins 11 enfants. Bon. Qu'est-ce qui est... Chaque fois que je pleurais, moi je voyais un homme, un géant, qui me pourchassait partout. Alors je me disais, mais c'est quoi ça, cette histoire-là? Jusqu'au jour où Dieu reste Dieu, hein? Il choisit ses enfants. Je reviens un peu à ce qui s'était passé à la période de l'indépendance, là. Les pères de l'indépendance, c'est vrai, ils étaient à la table ronde, mais il y a quelque chose qui leur avait manqué. C'était cette lettre de créance de ce pays, dont Kimbangu, on avait parlé durant toute sa vie, et c'est pour lequel Kimbangu avait été arrêté. Il avait été déporté
au Katanga. Et elle disait que c'est à partir du Katanga que les choses vont changer, pas seulement pour le pays, mais pour le monde entier. Bon. Je dis que moi je suis contemporain des dernières années de la colonisation, parce que je suis né dans la colonisation. Et j'ai même commencé ma première année dans la colonisation. Je suis aussi contemporain de l'indépendance de ce pays. Je suis contemporain aussi de tout ce qui s'était passé après l'indépendance. Toutes les guerres, toutes les affres, toutes les souffrances. Et aujourd'hui, je suis que Dieu grâce, Dieu reste Dieu. Il m'a accordé cette grâce-là de pouvoir être en contact avec celui-là dont avait parlé Kimbangu, et qui, c'est celui-là qui va apporter le salut dans ce pays. Toutes les provinces, que ce soit la province de Maniema comme toutes les autres provinces, elles sont dans le désarroi. Le peuple est dans une profonde détresse. Rien ne va dans le pays. En date du 21 juillet 1964, à 13 h, précise, la ville de Kindu-Porempin a été victime de la rébellion moléliste en provenance de Uvira Kalemi via Kasongo, commandité par Gaston Sumialo et Olenga Nicolas, respectivement ministre de la Défense nationale et général des forces des insurgés, CNLC, Conseil national de libération du Congo. Des tueries sauvages issues de cette rébellion a endeuillé plusieurs familles qui sont restées dans la plus grande misère inconsolable. Si après les noms de quelques victimes assassinées entre les journées du 21 au 25 juillet 1964, le tout premier qui avait été tué, c'était M. Kingombe Bernard, chef des centres de Kindu. La deuxième personne, c'est François Ferrouzi, ancien chef de centre de la ville de Goma et directeur provincial des affaires politiques, administratives et judiciaires du gouvernement de Maniema. La troisième personne qui avait été tuée, c'est Zaïna Elisabeth, la mère de Ferrouzi François, assassinée parce qu'elle n'avait pas obéi aux ordres des tueurs qui ne voulaient pas qu'on pleure. Quatrième personne, Omana Jean, directeur provincial des TP. 5. Weichi Victor, inspecteur provincial de la police, qui avait été trahi par son propre père. 6. Otanga Pierre Omer, chef de poste à Katako, 7 km de la ville de Kindu. 7. Yungi Ambroise, deuxième chef de chefferie de Bangengele. 8. Unga Georges, directeur de l'imprimerie du Maniema. 9. Makanga Joseph, directeur de l'Interfina. 10. Mayaka André, commissaire du district assistant. 11. Ribariba Pene Okongo, chef de chefferie Mukoko. 12. Ribariba Ramazani, commerçant à Lokando. 13. Ribariba Chabani, administrateur assistant. 14. Saïdi Gaston, directeur de la compagnie du chemin de fer CFL. 14. Ribariba Adolphe Mousselemo, commissaire de police. 15. Thomas Valère, grand commerçant à Kindu. 16.
Lolo Ngalonga Mele Esang, chef de groupement Senge à Katakokombe. 17. Victor Lopongo, responsable de service de l'hygiène. 18. Mwimbi David, premier attaché territorial à Kibondo en 1960. 19. Louis Okenge, directeur de Belgique. 20. Yala Zakari, administrateur territorial de la cité de Matapa. Rien que pendant la journée, les journées du, comme je l'ai dit là, du 21, non, du 22 au 25, il y a eu plus de 21 ou 21 personnes qui faisaient la crème de l'intellect. Ouais. Et il faut noter aussi par après, il y a eu presque tous ceux qui avaient été dans les différentes promotions de la quatrième, de l'école moyenne. La plupart avaient été éliminés. Pourquoi? Et le pays, est-ce que la province pouvait marcher avec ce genre de choses? Je ne pense pas. Tout ceci nous ramène à ce que je crois que ce pays, c'est un pays qui a été choisi par Dieu. Comme l'avait bien dit le prophète Kimbangu, qui avait parlé, qui avait dit qu'il y a le roi divin qui viendra pas du Bas-Congo, sa province natale, mais viendra de là où lui, il va connaître les affres de la prison. Et ce roi divin, c'est celui-là qui va apporter la paix, non seulement la paix pour le pays, mais la paix pour le monde entier. Et il est là, et très bientôt les choses vont aller comme l'Éternel lui-même avait arrêté dans sa préscience. Merci.